Voilà, ça tourne. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce podcast qui constitue donc ma troisième leçon sur la confiance. J'aimerais faire une remarque préliminaire par rapport à une question qui m'a été posée la dernière fois en fin de séance, celle de savoir comment on pouvait transposer au fond dans la pratique concrète cette théorie de la confiance et notamment comment on pouvait renforcer la confiance dans les institutions et dans la démocratie en général. Alors, bon, j'aborderai des questions plus pratiques dans les deux prochaines leçons, mais j'aimerais pas laisser de côté cette question essentielle aujourd'hui à laquelle je n'ai pas vraiment donné de réponse satisfaisante la dernière fois. J'avais montré, au cours des deux premières leçons, que la confiance avait dans tous les cas à voir avec les attentes de comportement. Dans ces conditions, la confiance que le citoyen nourrit à l'égard du gouvernement est directement dépendante de la manière dont le gouvernement honore ou non les attentes de comportement correspondantes, ce qui s'atteste à chaque fois dans ses actions et dans ses déclarations. Alors comment faire pour renforcer cette confiance-là, celle du citoyen dans un gouvernement en exercice? Telle était la question. Sur la base de ce que j'ai dit, on voit que la variable décisive est la mesure dans laquelle le gouvernement est capable d'honorer les attentes de comportement qu'il a suscitées. C'est ce que le citoyen observe pendant le mandat et c'est sur quoi il juge et éventuellement sanctionne aux prochaines élections. Le seul moyen, à part la manipulation bien sûr, le seul moyen pour un gouvernement de renforcer la confiance en lui, dans ce gouvernement, c'est donc d'être à la hauteur des attentes de comportement qu'il a suscitées. Un mensonge gouvernemental, un cafouillage ou une incurie peuvent donc avoir des conséquences dévastatrices sur la confiance qu'inspire un gouvernement. On en a eu un exemple, notamment en France, mais pas que, naturellement, avec les masques au début de la pandémie. Mais au-delà de l'exemple des masques, il est certain, depuis plusieurs années, que les nombreuses enquêtes de confiance montrent à travers le monde, en fait, ce sont des enquêtes mondiales qui sont menées chaque année, à travers ces nombreuses enquêtes, eh bien, on constate ce qu'ils appellent une perte de confiance générale dans les autorités politiques. Alors j'aimerais faire deux hypothèses qui pourraient expliquer cette tendance à la perte de confiance et en avançant ces deux hypothèses, on verra pourquoi il est tellement difficile en fait de remédier à cette perte de confiance. Il me semble que, d'une manière générale, la première attente de comportement que les citoyens doivent supposer honorer, ou en tout cas aimeraient voir honorer, c'est une sorte de méta-attente de comportement à l'égard du gouvernement, eh bien c'est que le gouvernement soit simplement en mesure d'agir, de décider, de manière à pouvoir honorer, de fait, ses propres attentes de comportement. Or, c'est précisément cette capacité d'action qui est profondément remise en question aujourd'hui par deux tendances majeures de notre époque, et voici les deux hypothèses explicatives que j'aimerais avancer. Premièrement, la mondialisation économique qui, depuis les années 1980, refaçonne fondamentalement la notion de souveraineté étatique et politique, en tendant à privatiser le politique, désormais mis au service des seules normes d'autorégulation du marché. C'est une tendance très lourde et très profonde, qui a des conséquences qui elles-mêmes devraient faire l'objet de 6 conférences distinctes. Mais la conséquence majeure de cette tendance est de brouiller complètement le partage entre les pouvoirs publics et les puissances privées, raison pour laquelle on a proposé en sciences politiques, pour désigner ce phénomène, l'expression que je trouve très heureuse de démocratie conforme au marché. Une démocratie conforme au marché. Le principe qui guide cette nouvelle forme de démocratie est que la fonction de l'État, je cite ici Jean-Marc Ferry dans son tout dernier livre, Comment peut-on être européen,
Donc l'État doit se limiter rigoureusement à la définition et à l'instauration d'un cadre normatif idéal pour encadrer le libre jeu du marché sous le principe de concurrence non faussée entre acteurs économiques. Il abandonne ses fonctions de souveraineté monétaire et budgétaire. Fin de citation. Alors, je ne vais pas aller plus avant dans ce domaine, ce serait un sujet à part entière, mais c'est à mon sens l'une des deux sources de la perte de cette méta-confiance fondamentale qui est l'attente des citoyens que leurs femmes et hommes politiques soient en capacité d'agir. Parce que sous l'effet de cette privatisation du politique, ils le sont de moins en moins. Ils sont de moins en moins en capacité d'agir, ce qui les rend de moins en moins aptes à honorer les attentes de comportement qu'ils ont suscitées chez leurs électeurs, lesquels se laissent gagner toujours davantage par un sentiment d'impuissance et de dépossession à l'égard de la chose politique. Accessoirement, ça renforce aussi le sentiment que les individus qui s'engagent dans la politique le font plus par carriérisme que par souci du bien commun, puisque, en fait, le bien commun leur échappe. Deuxième hypothèse, c'est que ce sentiment de dépossession dont je viens de parler est immensément accru, renforcé par l'emprise du monde numérique sur nos existences et sur le monde en général, avec une mainmise totale d'entreprises privées géantes sur l'univers de la donnée. J'aurai à reparler spécifiquement du numérique dans ma prochaine conférence, parce qu'il a, je crois, un impact essentiel sur les relations de confiance en général. J'en reparlerai donc en détail. Mais il est certain que le numérique nous a imposé un mode de vie qui s'est étendu à nous sans réplique possible et sans qu'on ne nous l'ait jamais demandé. Nous dépendons des machines comme jamais, ce qui a des... Nous en profitons aussi naturellement, comme en ce moment même, mais néanmoins, nous dépendons des machines comme jamais, ce qui a des conséquences anthropologiques et sociales sur lesquelles je reviendrai, mais qui alimentent un sentiment diffus de dépendance à l'égard d'un système que nous ne comprenons pas, parce que globalement, nous ne savons pas comment tout cela marche. Et cela alimente aussi parallèlement un sentiment diffus d'impuissance face à un système surpuissant qui colle aux individus comme une deuxième peau, au point qu'on n'imagine même plus pouvoir s'en débarrasser. Dans ce contexte, ce ne sont pas tellement les institutions démocratiques elles-mêmes qui sont emportées par ce tsunami numérique, parce que nous continuons de vivre dans des États de droit, avec des procédures démocratiques, des élections, etc. Tout cela est formellement respecté, la démocratie est formellement respectée, mais ce qui est plutôt emporté par ce tsunami numérique, ce sont plutôt les valeurs démocratiques qui sous-tendent ces institutions. Par exemple, une des valeurs qui sous-tend et justifie la démocratie depuis les origines, c'est la recherche coopérative de vérité. La recherche coopérative de vérité. On discute, en démocratie, on discute, c'est même la démocratie qui élève le principe de discussion en principe normatif suprême. Donc, depuis les origines, la démocratie repose sur cette notion de recherche coopérative de la vérité. L'idée, c'est que personne n'a plus accès privilégié à la vérité, et par conséquent, c'est de la coopération même et de la discussion, de la délibération, qu'est supposé émerger l'accord le plus acceptable pour tous. C'est le principe de la politique démocratique. Mais, justement, dans le contexte numérique, on le sait, la valeur même de la vérité a tendance à s'effacer au profit de nouvelles qui confortent les convictions déjà acquises, qui renforcent ce que l'on croit déjà. D'où les formidables effets de polarisation des idées qu'on vit en ce moment même aux États-Unis, par exemple, ou d'enfermement dans la bulle numérique et l'éclosion, évidemment, corollaire des fake news, qu'on appelle les fake news, devenus un instrument de pouvoir de masse. Donc, formellement, les institutions démocratiques sont préservées, mais elles deviennent une coquille vide parce que l'esprit démocratique les a désertées. Dans ces conditions, la confiance générale dans la démocratie ne peut être qu'ébranlée, puisqu'elle ne correspond plus aux attentes de comportement qui la justifient et qui la justifiaient dès l'origine. Au lieu de faciliter la coexistence pacifique
d'individus aux valeurs et opinions divergentes, ce qui est la base même de la démocratie, elle polarise au contraire les identités d'individus atomisés et ne se regroupant plus que par affinité spéculaire. Je me reconnais en toi, tu te reconnais en moi, chacun est le miroir de l'autre. Alors, vous voyez à quel point il est difficile de répondre à la question qui m'a été posée, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la confiance dans la démocratie. Par exemple, dans ce contexte, on voit bien que rendre les politiciens plus vertueux ne suffirait pas. Souhaiter ou faire en sorte que selon l'idéal classique, les politiques publiques et celles et ceux qui les incarnent soient orientés par le seul idéal du bien commun au détriment des intérêts particuliers, cet idéal de vertu est un pieu qui n'est simplement plus à la hauteur des enjeux contemporains. Le mal est plus profond. Je crois, hélas, que la perte de confiance dans la démocratie est aujourd'hui corollaire d'une perte de croyance dans la pertinence de la démocratie. Et ceci me semble beaucoup plus grave. Comme si la démocratie n'était plus ce qui importe. C'est-à-dire que, sous l'effet à la fois de la mondialisation, avec la privatisation de la politique qu'elle entraîne, et de l'emprise du numérique sur la vie de la société en général, les valeurs démocratiques ne sont plus ce qui importe aux yeux d'une grande partie de la population. La démocratie semble donc obsolète, car sa coquille est vide des valeurs qui devaient l'inspirer. Je vais reprendre maintenant le fil de mes considérations sur la confiance, en m'intéressant à la question de savoir à quoi fait-on confiance? Ou à quoi est-on susceptible de faire confiance? Je vais évoquer dans ce qui suit les choses, les personnes et les institutions. La crise du Covid nous a montré à quel point, en effet, la confiance était nécessaire dans chacune de ces dimensions. Alors, à quoi fait-on confiance? Le Covid nous l'a montré, la confiance s'étend à tout ce qui, dans le monde, peut être le corrélat d'une action. De l'environnement physique le plus élémentaire aux institutions les plus complexes, en passant par les objets et bien évidemment les personnes. Toute action, puisqu'elle nous connecte au monde, nous connecte à des attentes de comportement. La relation au monde est fondamentalement une relation fiduciaire. Encore une fois, une telle extension du concept de confiance ne va pas de soi. Loin d'en faire une relation au monde, la plupart de celles et ceux qui ont traité de la confiance la réservent aux seules relations entre les personnes. Conformément en cela, d'ailleurs, à notre compréhension spontanée, à notre compréhension quotidienne de ce concept, compréhension de bon sens, toute imprégnée de nominalisme ambiant, comme je vous l'avais montré la première fois. Mais je crois que cette conception restrictive de la confiance est fausse. Alors, quid de l'environnement physique et des objets? Vous voyez, justement, il me semble que le Covid a opposé un très sérieux démenti à cette conception strictement interpersonnelle de la confiance. Nous avons vu que, pendant la pandémie, que appuyer sur une porte battante ou prendre un objet sur un étalage, recevoir un colis ou toucher un écran tactile sont devenus, d'un jour à l'autre, des gestes problématiques. On doit désormais à chaque fois se demander « puis-je faire ce geste en confiance ?» Autrement dit, peut-on s'attendre à ce que tous ces objets et cet environnement ne soient pas contaminants? Au début, on n'était pas très au clair sur la manière dont se propageait le virus. Une seule chose était sûre, c'est qu'il ne se déplaçait pas tout seul et que nous en étions les seuls vecteurs, soit directement, soit par objets interposés. Du coup, l'ensemble de notre contexte pratique immédiat, l'ensemble de ce qui nous entoure immédiatement, qui est à portée, en quelque sorte, de notre corps, l'ensemble de ce contexte pratique immédiat est devenu comme potentiellement miné par le virus.
la pandémie a mis en crise jusqu'à notre relation tactile aux objets. Nos mains elles-mêmes sont devenues suspectes, sont devenues un agent de contamination majeur. Ce qui jusque-là allait de soi est devenu soudain problématique. Ce qui était automatique devait désormais être soigneusement réfléchi. Tout simplement parce que chaque geste pouvait être infectant pour soi ou pour autrui. Mais simultanément, cette mise à distance du familier, à laquelle nous étions durablement contraints, révélait par la négative, en quelque sorte, combien le moindre de nos gestes quotidiens est traversé par une relation de confiance, par cette relation fiduciaire qui nous rive au monde sans possibilité de s'y soustraire. Mais la confiance ne peut que se déplacer, elle ne peut que se transposer, car si tel objet ne peut plus être saisi directement, il faut bien que nous puissions saisir tel autre, ou que nous le saisissions autrement, avec des gants, des outils auxquels il faudra à nouveau faire confiance, dans une sorte de régression fiduciaire qui ne peut avoir de fin. Masques et gel hydroalcoolique devaient aussi être l'objet de confiance. Même lorsque nous devons mettre à distance le monde, nous ne pouvons pas vivre en suspension du monde. Nous n'échappons pas plus au contact avec les choses que l'arbre à ses racines. Impossible de se suspendre du monde comme la fusée qui s'arrache à l'attraction terrestre. Il faut toucher les choses. La confiance est inéliminable. Donc, nous n'en avions pas vraiment conscience, mais toujours, nous attendons, ou nous attendons plus exactement, nous attendons des choses que nous touchons, que nous manipulons, que nous donnons, que nous recevons, que nous portons à notre bouche. Nous attendons non seulement qu'elles ne nuisent ni à nous ni à autrui, mais qu'elles soient simplement là, à notre disposition. C'est ça notre relation spontanée au monde, permettant ainsi d'accomplir ou de prolonger notre volonté dans une sorte de continuité non problématique entre notre esprit et le monde extérieur. C'est ça qui a été brisé, c'est cette relation spontanée qui a été brisée par la pandémie. L'insouciance dans le contact immédiat aux choses a été perdue. Cette insouciance est ce qui, dans les temps normaux, si vous voulez, caractérise notre rapport au monde tactile. Nous comptons sur les choses pour pouvoir faire ce que nous voulons. Nous attendons d'elles qu'elles se comportent conformément à nos attentes spontanées. Mais sur le lieu de travail, dans les espaces de consommation, dans les lieux publics, tout ce qui se touchait hors de l'espace domestique, si vous voulez, est devenu comme subitement marqué du sceau de la suspicion. La relation fiduciaire originaire, élémentaire au monde des choses, avait perdu de son évidence spontanée parce que nous ne pouvions plus compter sur ce qui, normalement, allait de soi, à savoir l'innocuité de ce que nous touchions. Alors, que sont ces attentes? J'ai parlé des attentes qui nous lient aux choses et au monde environnement. Que sont-elles? En quoi consistent-elles, ces attentes? Eh bien, quand la confiance est liée à l'environnement physique ou aux objets, les attentes de comportement correspondantes sont essentiellement des attentes de stabilité et de répétabilité de l'expérience. À savoir que les choses se passent comme l'habitude nous l'a appris, et que tout le savoir-faire, si vous voulez, qui est sédimenté dans notre expérience du monde, se confirme dans des expériences analogues. C'est ainsi que nous ne doutons pas de la solidité du sol, de la liquidité de l'eau ou de la fragilité du verre. Nous nous en remettons à un interrupteur pour allumer la lumière, à une clé pour ouvrir la porte ou à notre ordinateur pour se connecter à Internet. C'est pourquoi, lorsque nous faisons, et singulièrement le petit enfant, lorsque nous faisons donc une expérience dans le monde, nous ne faisons pas qu'une expérience, ici et maintenant. À travers cette expérience, et grâce à elle, nous acquérons simultanément un ensemble d'attentes de comportement qui nous guideront ultérieurement dans d'autres expériences possibles, que nous n'avons pas encore faites, mais qui présenteront avec celles-ci des rapports d'analogie que nous reconnaîtrons spontanément. Donc d'emblée, l'expérience
fait signe vers un au-delà de l'immédiateté expérientielle. La certitude sensible vécue, celle maintenant de toucher cette table, cette certitude sensible qui est vécue dans le hic et nunc, dans l'ici et le maintenant, représente simultanément et indissolublement un acquis d'expérience dont mon futur se souviendra lorsqu'il sera présent. Tel est l'esprit humain qui retient les acquis de l'expérience passée pour les transposer en attente de comportement des expériences futures. J'aimerais juste signaler ici que, au fond, vous voyez, dans la pensée empiriste en général, celle qui est née en gros, si vous voulez, avec le philosophe John Locke, qui oppose sujet et objet, et puis qui parle de toutes les expériences sensibles et la perception, etc. Combien cette vision empiriste des choses est réductrice, au fond, parce qu'elle réduit l'expérience à un hic et nunc des sense data, des données sensibles que nous recevons. Mais c'est une réduction radicale, puisque, justement, comme j'essaie de vous montrer, on ne fait pas qu'engranger des sense data, des données sensibles, simultanément, nous engrangeons en quelque sorte des attentes de comportement qui nous serviront pour les expériences futures. Ceci juste pour vous dire que le modèle pour vous montrer combien le modèle de la confiance que je défends peut servir à, au fond, faire imploser, si vous voulez, ce modèle empiriste fondamental pour la philosophie moderne. Bon, quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire simplement, c'est que la pandémie a révélé cette structure fondamentalement fiduciaire de notre relation au monde en la perturbant. J'en viens maintenant, j'ai parlé des objets et de l'environnement physique, j'en viens maintenant aux personnes. Parce que j'ai dit que les attentes de comportement des objets étaient liées à la stabilité. C'est sûr que sous le rapport de la stabilité, justement, il est incontestable que le facteur le plus menaçant dans notre rapport pratique au monde est l'existence des autres. Chacun agissant de son propre point de vue, autrui est une source d'incertitude permanente et irréductible. Mais, voyez-vous, moi, ce qui m'étonne, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire plutôt le degré de stabilité qu'on constate dans les interactions en général. Parce que ce qui règne en vérité autour de nous, c'est plutôt une étonnante fluidité, permanence, stabilité de la coordination d'action, où chacun sait, en gros, ce qu'il peut attendre des autres pour accomplir ses propres actions. Dans l'océan des comportements quotidiens qui tissent notre vie sociale, la vie sociale de chacun, au fond, les déceptions sont plutôt rares. Ce sont plutôt des îlots isolés, si vous voulez, dans un océan d'interactions spontanées qui réussissent. Il y a au fond peu d'actions, comparativement, qui sont menacées d'échecs, de déception ou de trahison. L'ensemble de nos actions baigne plutôt, moi c'est ça que j'aimerais mettre en évidence, l'ensemble de nos interactions baigne plutôt dans une sorte de fluidité machinale qui permet au train-train quotidien, scandé par tous nos rites d'interaction, se dire bonjour, se saluer, attendre que l'autre passe, que sais-je, qui permet donc d'assurer la continuité de nos interactions. Pour notre existence sociale et pour notre existence tout court, il est très important que nous puissions, encore une fois, d'une manière générale, naturellement, il est très important que nous puissions compter sur le comportement attendu de ceux qui nous entourent. Et nous le faisons tout le temps. C'est la raison pour laquelle l'aspect le plus spectaculaire et le plus immédiatement marquant de la pandémie fut la suspension brutale, non pas tant des relations sociales elles-mêmes, parce que les moyens de communication nous ont permis de continuer, peu ou prou, à maintenir ces relations sociales, mais plutôt la suspension de tous les rites et habitudes spontanées qui accompagnent les gestes, les poignées de main, les embrassades, etc., et qui donnent corps à nos relations.
C'est d'ailleurs pourquoi je trouve personnellement que l'expression de distanciation sociale qu'on utilise à de beaucoup de gens est extrêmement malvenue. Il ne s'agit pas du tout d'une distanciation sociale, mais il s'agit de seulement, je pourrais dire, il s'agit seulement d'une distanciation physique, heureusement. Bon, la socialité est faite de chair, de proximité physique, de rites et de conventions gestuelles, et ce sont autant d'attentes de comportement qui nourrissent la vie sociale quotidienne et témoignent de la confiance spontanée entre les personnes. En même temps que se décharnaient, si je puis dire, nos relations sociales de proximité, puisqu'on ne pouvait plus se donner la main, s'embrasser, etc. En même temps qu'on constatait ça, pendant la pandémie, eh bien, certains rôles sociaux ont acquis un surcroît de visibilité, donnant à la pandémie le visage humain du dévouement et de la solidarité. Il s'agit bien sûr du personnel soignant, au premier rang duquel les infirmières et les infirmiers, dont la reconnaissance fit l'objet d'un nouveau rite social, on s'en souvient tous, les applaudissements de 20 heures. Ici, la confiance interpersonnelle, avec ses rôles, s'est trouvée immensément renforcée, mais spécifiquement corrélée à ce rôle social-là, et parce que ces personnes remplissaient ce rôle. C'était la profession en tant que telle qui était admirée. L'hommage qui leur a été quotidiennement rendu était proportionnel à l'intensité de l'attente qui pesait sur elle et dont on voyait jour après jour qu'elle l'honorait, suscitant la légitime admiration de tous. Là encore, la présence du virus a mis à nu, en l'amplifiant, la charge de confiance qui peut peser sur les autres en tant que porteurs d'un rôle aussi utile et indispensable que celui-là. Et cette admiration pour le rôle rejaillit ensuite sur leur personne, transitant du rôle à son porteur, leur conférant une forme d'aura de sainteté laïque. Mais d'autres individus ont été propulsés sur le devant de la scène, identifiés en tant que porteurs de rôles sociaux bien définis, ce sont les experts. Ici, c'est plutôt la méfiance qui a transité de leur rôle à leur personne, car leurs voix, on s'en souvient tous, furent très divergentes. Et en ces temps difficiles, leurs divergences et désaccords étaient difficiles à entendre. Plutôt que de les interpréter comme reflétant la réalité même de la science, parce que la science est beaucoup plus plurielle que l'image qu'on en a, elle est bien plus tâtonnante, et donc les désaccords sont une chose normale en science. Mais au lieu de dire, au fond, au lieu d'interpréter ces désaccords comme étant, au fond, la réalité même de la science, ces désaccords alimentèrent plutôt le discrédit à l'égard des experts et, par ricochet, à l'égard de la science ou de l'institution scientifique. Et il est vrai, malheureusement, que les experts n'étaient pas eux-mêmes souvent prêts à relativiser leur part de savoir. La présence dans le paysage médiatique de quelques experts pondérés, sachant utiliser le conditionnel à bon escient et relativiser la fausse objectivité des chiffres, ne pouvait plus rien y faire. Elle arrivait trop tard. Le bourgeonnement des sources les plus variées, le foisonnement des experts, que personne n'avait expertisé, a placé le public dans un brouillard cognitif qui a solidement entamé la confiance que, généralement, on attribue a priori à la science. À l'inverse du personnel soignant, humble et dévoué, l'aura qui s'est répandue sur les experts fut plutôt celle, sinon de la défiance, du moins de la suspicion. Alors, vous voyez, à travers ces deux exemples, infirmières et experts, on voit combien la pandémie a enclenché des mécanismes fiduciaires, des mécanismes de confiance les plus variés, contrastés et plurivoques. Et donc, au-delà de ces exemples, c'est l'occasion d'approfondir
cette notion de confiance interpersonnelle. Alors, si l'on suit le fil rouge, qui est le mien, c'est-à-dire celui des paris sur les attentes de comportement, qui est la définition de la confiance. Donc si l'on suit ce fil rouge, il me semble qu'on peut distinguer, dans le foisonnement kaléidoscopique des interactions humaines, on peut distinguer 3 classes de relations interpersonnelles. 3 types de relations interpersonnelles, et j'aimerais en dire quelques mots. Premièrement, celle où la confiance est liée à une situation. Deuxièmement, celle où elle est liée à des rôles. Et troisièmement, celle où elle est liée à des engagements explicites. Ce sont 3 types de confiance différents. Qu'est-ce que je veux dire par ces classifications? Eh bien, la confiance interpersonnelle peut être dite liée à des situations. C'est ma première classe. Lorsqu'elle ne repose que sur des attentes très générales de comportement, relatives aux règles communes de la vie en société. Par exemple, les règles de civilité, dont il est attendu qu'elles soient respectées dans des contextes impersonnels, anonymes, c'est-à-dire sans que les personnes se connaissent aucunement les unes les autres. Ainsi en va-t-il lorsque nous marchons et croisons des gens dans la rue, faisons la queue à une caisse de supermarché ou sommes assis dans une salle de spectacle. Autant de relations contingentes, éphémères, anonymes, pourtant secrètement structurées par des attentes de comportement qui, lorsqu'elles ne sont pas honorées, suscitent l'ire ou la réprobation, manifestant ainsi au grand jour leur caractère hautement normatif. Par exemple, se faire bousculer dans la rue, se faire devancer indûment dans une file d'attente, ou subir les bruits de mastication de son voisin pendant un film ou un concert. Ce sont là autant d'infractions aux attentes de comportement très générales liées à ces situations particulières. Ce sont là assurément de petites infractions au regard de ce que peut représenter des infractions immensément plus graves et plus importantes, comme par exemple un attentat terroriste dans ces mêmes lieux. Mais justement, un attentat terroriste se mesure, disons la force, la violence d'un attentat terroriste se mesure naturellement, réellement, si vous voulez, au nombre de victimes engendrées, mais symboliquement, il se mesure aussi, cette violence des attentats terroristes aussi se mesure par le choc que représente de s'attaquer purement et simplement aux attentes de comportement élémentaires qui tissent ou structurent la vie sociale la plus immédiate. C'est ça qui terrorise. Et en prenant conscience du danger quand se multiplient les attentats terroristes dans le monde, en prenant la conscience de ce danger, eh bien, chacun se rend subitement compte combien le fait de croiser quelqu'un dans la rue ou de boire un verre sur une terrasse avec d'autres anonymes attablés repose au fond sur une confiance que la routine des situations normales nous fait généralement oublier. Deuxième cas de relation interpersonnelle, celle liée au rôle. La confiance interpersonnelle peut être dite liée à des rôles lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, non pas en tant que personnalité individuelle, singulière, dotée de qualités propres, mais en tant que représentant une fonction au sein de l'économie générale de la division du travail. Ainsi, s'adresse-t-on en confiance à son boucher ou à son boulanger pour nous délivrer ce à quoi le rôle social les destine, en confiance à son médecin pour se soigner, etc. Les attentes de comportement sont alors socialement prédéfinies. Et l'ère de la confiance se limite à ces interactions standardisées, en tant que telles indépendantes de la psychologie des acteurs. Elles peuvent être fixées dans des codes de déontologie propres à chaque profession et s'exercent d'une manière générale dans un cadre juridique définissant les droits et les obligations. C'est donc un très important facteur de cohésion sociale, puisque cette confiance-là, cette confiance liée à des rôles, s'assimile à une forme de familiarité avec les mécanismes fonctionnels du monde environnant. Les paris que chacun engage à cet étage de la confiance
sont quasi spontanées. Et les attentes correspondantes sont considérées comme allant de soi. Cette confiance est donc une sorte de lubrifiant de la coordination sociale, sans lequel chacun perdrait, dans ses interactions quotidiennes, une immense énergie psychique et cognitive à douter, vérifier, contrôler que les attentes correspondantes soient bien honorées. Cette confiance fonctionnelle représente par conséquent une économie considérable en termes d'énergie investie dans la vie sociale. On n'a pas besoin de contrôler à chaque fois, quand on va chez le boucher, qui nous donne de la viande non avariée. C'est ça l'économie dans la vie sociale. Et donc, je dirais encore une chose, c'est que là j'ai parlé des rôles, tels que divisés au fond selon la logique de la division du travail dans nos sociétés, mais on peut aussi ajouter à cela une autre confiance qui est liée non pas tant à des rôles, comme le boucher, le médecin, mais à des états ou à des statuts, par exemple, comme être mère, être père, être citoyen, être ami. Ça, ce sont des états ou des statuts, c'est moins des rôles. Être l'ami de quelqu'un n'est certes pas une fonction, si vous voulez, au sens précis de la reproduction matérielle de la société, de la division du travail, mais un tel statut d'être ami, donc, n'en engendre pas moins certaines attentes qui structurent la relation elle-même, et qui, pour cette raison, doit pouvoir être une relation de confiance. Ces attentes ne sont pas juridiquement ou déontologiquement codifiées, mais chacun doit néanmoins savoir ce que, dans le cadre d'une telle relation, agir en ami peut vouloir dire. Un ami dont on n'attendrait rien pourrait difficilement se targuer d'être un ami. De même, il y a 1000 façons d'être mère. Et si elles ne peuvent être juridiquement stipulées, chaque enfant doit avoir une idée de ce qu'il peut attendre d'elle, quitte naturellement à se voir déçu, comme cela doit arriver dans cet empilage d'attentes, contraintes qu'est la vie familiale. Enfin, troisième type de relation interpersonnelle et de confiance interpersonnelle, la confiance qui est liée à des engagements explicites. Lorsque les participants à l'interaction formulent, spécifient ou définissent eux-mêmes les attentes de comportement auxquelles ils sont supposés se conformer. C'est par exemple le cas, naturellement, de toutes les formes de contrats, dont le but même est de fixer les attentes de comportement spécifiques, mais c'est aussi le cas des promesses, qui visent précisément à définir un comportement attendu. Et d'une manière générale, c'est le cas de tous les engagements qui font l'objet d'un accord spécifique entre les personnes. C'est ici, en quelque sorte, que la relation interpersonnelle est à son comble, est à son maximum, puisque ces engagements explicites instaurent une relation de dépendance qui est simultanément une relation de vulnérabilité. Parce que, évidemment, la confiance faite expose à la bonne volonté d'autrui. Et c'est pourquoi certaines théoriciennes, en l'occurrence ce sont surtout des femmes, certaines théoriciennes en ont profité, donc je pense ici à deux noms, Annette Bayer, l'américaine, ou Michela Marzano, en France. Donc ces théoriciennes en ont profité pour faire de la vulnérabilité le cœur de la relation de confiance. Je ne vais pas discuter cela en détail ici, mais je dirais simplement que c'est une approche, à mes yeux, beaucoup trop restrictive et étroite de la confiance, parce que même si, c'est vrai, ces relations de confiance créent de la vulnérabilité, indubitablement, cette vulnérabilité n'est qu'un aspect de la confiance et ne parvient pas du tout à rendre compte du phénomène général de la confiance accordée. Ce qui, d'une manière générale, caractérise les engagements explicites, je continue donc la description de cette troisième classe de relations interpersonnelles, c'est, ce qui caractérise donc cette confiance, c'est ce que j'appellerais la thématisation communicationnelle. Et pas seulement une thématisation réflexive. Vous voyez, par exemple, si vous grimpez sur une échelle, eh bien, vous demandez, est-ce que les échelons vont me soutenir? Ça, c'est juste
réflexion. Une réflexion, c'est-à-dire vous passez de l'attitude spontanée à l'attitude réfléchie. Est-ce qu'elle va bien me soutenir? Ça, c'est juste de la réflexion. La thématisation communicationnelle, c'est autre chose. Par exemple, en faisant une promesse, je dois dire que je fais une promesse et l'autre doit l'accepter. C'est même seulement si elle est acceptée que s'enclenche la normativité de la promesse. C'est-à-dire c'est seulement si elle est acceptée par l'autre que je me suis moralement engagé à respecter ma promesse. En signant un contrat, autre exemple, je signifie précisément aux parties prenantes que je sais à quoi nous sommes ou à quoi nous sommes mutuellement tenus. Et d'une manière générale, tout engagement est engagement à quelque chose qui doit être explicité. Thématisation communicationnelle. La confiance interpersonnelle, liée à des engagements explicites, est donc la forme la plus communicationnelle de la confiance, celle où les attentes font l'objet d'une interlocution spécifique, d'une discussion spécifique, et donc c'est une forme de confiance qui est réservée aux êtres doués de langage, naturellement. Par rapport aux autres formes de confiance dont j'ai parlé, c'est-à-dire celles qui structurent notre relation au monde en général, le seul véritable privilège, la seule véritable spécificité de cette confiance communicationnelle dont je viens de parler, est de pouvoir créer des attentes ex nihilo, comme dans les promesses, les contrats ou les élections présidentielles. On crée des attentes. Voilà, je vais instaurer un salaire minimum, je vais instaurer l'allocation universelle. Voilà, on crée des attentes ex nihilo. Et donc, c'est évidemment un privilège considérable dans l'échelle, je dirais, de l'évolution culturelle, qui permet aux humains que nous sommes de ne pas simplement devoir s'ajuster ou s'adapter à des attentes de comportement préexistantes et inflexibles qui nous seraient imposées par exemple par l'environnement, comme pour les animaux, mais de pouvoir, au contraire, ajuster ces attentes de comportement à nos désirs, à nos besoins et à nos aspirations, de manière à pouvoir habiter le monde autrement que par simple adaptation. Il y a un pouvoir de création ex nihilo des attentes de comportement. Et donc on ne saurait sous-estimer la force instauratrice du langage qui, en nous donnant accès à une réalité autre que ce qui est simplement le cas, par le langage, je peux parler d'une autre réalité que celle que je vois, d'une réalité imaginée, d'une réalité désirée, d'une réalité souhaitée. Eh bien, en nous dotant de cette capacité d'imaginer une réalité autre, eh bien, ça nous permet de faire aussi que la réalité soit autre, effectivement. Il n'empêche que dans les relations interpersonnelles, ce formidable pouvoir créateur du langage que je viens d'évoquer est certes une marque donc, spécifique de l'humain et des êtres doués de langage, mais néanmoins, ce pouvoir général doit lui-même s'inscrire dans la structure préalable d'attente qui caractérise tous les comportements humains. Il y a une structure préalable d'attente qui ensuite, deuxièmement, si vous voulez, dans un deuxième temps, permet de créer ex nihilo des attentes. Mais encore faut-il qu'il y ait cette matrice élémentaire des attentes qui existent et qui caractérisent notre rapport au monde. Vous voyez, il y a dans la philosophie sociale un débat important pour savoir si ce ne serait pas plutôt la promesse qui serait à l'origine de l'ordre social en général. Si ce n'est pas la promesse qui serait première, c'est-à-dire justement cette capacité à créer des engagements. Est-ce que ce n'est pas ça qui est au fondement de l'ordre social en général? Eh bien, je crois fermement que non. Je crois que la confiance est absolument première. Elle est antérieure à... la confiance est antérieure à la promesse. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails
et les dédales de ce débat théorique, mais je dirais simplement que la promesse elle-même ne serait pas possible si l'on avait déjà une structure préalable de confiance. Comme la promesse est une manière de fixer une attente de comportement, je te promets de rendre l'argent que tu m'as prêté demain, par exemple, eh bien, il faut, en formulant cette promesse, déjà savoir qu'un comportement peut être attendu, puisque la promesse vise à le définir, qu'on peut s'y engager, telle est la nature de la relation promissive, que cet engagement peut être fragile, c'est une attente qui peut être déçue, et donc on peut prendre des mesures pour le sécuriser, à travers des sanctions, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que la promesse ne saurait être première ou originaire dans la constitution de l'ordre social, puisqu'elle doit nécessairement s'adosser à une structure d'action fiduciaire, d'action de confiance, dont elle n'est qu'une formalisation particulière. La promesse n'est qu'une formalisation d'une structure d'attente beaucoup plus générale qui la précède. Et donc, je dirais cela de toutes les formes d'engagement explicite. Tous les engagements explicites sont en quelque sorte précédés par cette structure fondamentale de confiance, par cette matrice fondamentale dans laquelle elles peuvent s'inscrire. Voilà ce que je voulais dire pour les relations interpersonnelles. Donc après avoir parlé des objets de l'environnement, des personnes avec ces trois types que je viens de distinguer, j'aimerais maintenant parler des institutions, de la confiance dans les institutions. Parce que aujourd'hui, le débat le plus virulent dans les sciences sociales autour de la confiance est de savoir s'il peut véritablement y avoir ou non confiance dans les institutions. Si ce concept est tout simplement approprié à la relation aux institutions. J'en ai évidemment parlé déjà en préliminaire de la conférence d'aujourd'hui. Mais beaucoup pensent que non. Que donc on ne peut pas parler de confiance dans les institutions. Beaucoup notamment aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Essentiellement parce que, disent-ils, il ne peut pas y avoir de confiance dès lors qu'il n'y a pas de relation interpersonnelle avec les institutions, ce ne sont pas des relations interpersonnelles, puisque les institutions sont, par définition, anonymes. On ne pourrait donc pas transposer la confiance des individus aux organisations. C'est non transitif. Pour ces théoriciens-là, il vaudrait mieux, selon eux, parler de, je cite l'expression, donc pour désigner le type de relation qu'on entretient avec une institution, il vaudrait mieux parler de prévisibilité acquise par induction à partir de son comportement passé. Prévisibilité acquise par induction à partir de son comportement passé, c'est-à-dire qu'on a vu comment les choses se comportaient, comment les règles d'une institution se comportaient, et donc à partir de là, on peut prévoir par induction, exactement comme on prévoit que le soleil va se lever demain parce qu'on l'a toujours vu se lever. Voilà donc la stratégie qu'ils utilisent pour éliminer le concept de confiance du rapport aux institutions. Donc en fait, il ne faudrait pas parler de confiance, mais plutôt de calcul prévisionnel en fonction duquel je peux orienter ma propre action. Alors je ne suis évidemment personnellement pas d'accord avec cette vision excessivement nominaliste des institutions et de la confiance. Bon, par exemple, on se demande bien dans ces circonstances comment on pourrait élire un nouveau gouvernement, voir apparaître une nouvelle figure politique, nommer un jeune ministre ou un jeune professeur d'université. La base empirique du calcul prévisionnel manquerait. Mais surtout, qu'est-ce que cette prévisibilité dont parlent ces auteurs, hein? Je répète, prévisibilité acquise par induction à partir de son comportement passé. Qu'est-ce que cette prévisibilité, si ce n'est une attente de comportement justifié? C'est précisément, me semble-t-il, parce que les institutions stabilisent les attentes de comportement, c'est à ça qu'elles servent, qu'on peut avoir confiance en elles. C'est ainsi, par exemple, pour prendre un exemple, qu'épargner de l'argent, c'est faire confiance au comportement attendu de la monnaie. Que l'action d'épargner soit le résultat d'une induction à partir du comportement antérieur de la monnaie ne change rien
ni aux paris que l'on fait sur la monnaie, ni aux attentes en fonction desquelles on le fait. Épargner est un acte de confiance institutionnelle. À propos des institutions, d'un point de vue strictement fonctionnel, à quoi elles servent? Eh bien, une institution peut être définie comme une organisation qui fixe les attentes de comportement du sous-système d'action sociale, comme on dit, concerné. Par exemple, l'école, la justice, le Parlement, la monnaie, etc. Ce sont des sous-systèmes d'action sociale et l'institution sert précisément à stabiliser les attentes de comportement qu'on peut attendre dans chacun donc, des domaines. En fixant les attentes de comportement, elle fixe également la marge de liberté qui peut s'exercer à l'intérieur de ces institutions. D'une manière générale, une institution s'impose à tous, s'impose à tous les usagers. D'accord? Les mêmes règles pour tout le monde. Dès lors que vous êtes usager d'une institution, eh bien, vous respectez ces règles. Elles s'imposent en quelque sorte objectivement, indépendamment de nos préférences. C'est ce qui caractérise une institution. Le cadre institutionnel étant le même pour tous les membres de la communauté, il constitue simultanément un cadre fiduciaire stable, ce que j'appelle un cadre fiduciaire stable pour les interactions. Pour peu évidemment que les institutions fonctionnent correctement. Autrement dit, ce cadre fiduciaire institutionnel constitue l'arrière-plan de toute coordination sociale dans un système de société complexe comme la nôtre. Cet arrière-plan est un facteur majeur de stabilisation des attentes de comportement, permettant aux acteurs d'accomplir leur interaction sur une base fiduciaire commune. On suppose, par exemple, la stabilité du droit, si vous voulez, dans nos relations. C'est l'arrière-plan de nos actions. Et j'insiste ici sur cette base fondamentalement pratique et fiduciaire de l'ordre social en général. Ça, c'est très important. L'ordre social est vraiment un ordre pratique, c'est-à-dire un ordre où on agit, où on interagit les uns avec les autres. Aucune société ne peut tenir ensemble du simple fait que les gens y partageraient les mêmes représentations communes, les mêmes valeurs communes, ou auraient des idées communes. Avoir des idées communes ne suffit pas à faire un ordre social. Il ne suffit pas d'avoir les mêmes idées pour former un ordre social. Un même ensemble de croyances ne suffit pas à lier les individus entre eux. Ce n'est pas l'esprit, si vous voulez, qui cimente la société, l'esprit au sens de Hegel, si par esprit on entend des contenus spirituels partagés. L'ordre social n'existe que par coordination d'actions. Il faut pouvoir compter les uns sur les autres. Toute représentation, valeur ou idée partagée ne peut prendre corps que dans un tel espace de coordination. Espace pratique d'interaction sociale répétable. C'est un espace donc fondamentalement fiduciaire. L'espace social, d'une manière générale, est un espace fondamentalement fiduciaire, donc où s'expérimente dès l'origine, dès qu'on est dedans, ce qui peut être durablement attendu les uns des autres. C'est fondamental dans la constitution de l'ordre social. Donc, j'insiste encore une fois sur cet ancrage pratique de l'ordre social qui me semble très largement sous-estimé, si vous voulez, dans les théories sociales en général. L'immense avantage des institutions, c'est qu'elles délestent les acteurs de performances pratiques qui, s'ils devaient les organiser à chaque fois par eux-mêmes, seraient extrêmement coûteuses en termes d'énergie communicationnelle. Et ceci, cette économie d'énergie, en quelque sorte, leur permet d'assumer leurs propres interactions individuelles sur l'arrière-plan du cadre stable de règles qui sont fixées à l'avance. Donc ces règles, donc ces institutions, cet arrière-plan institutionnel, ce cadre fiduciaire institutionnel représente une immense économie d'énergie communicationnelle, tout en permettant à chacun d'accomplir ses actions individuelles.
Et dans tous les cas, les institutions servent à stabiliser les attentes de comportement, à rendre donc le pari qu'on fait sur elles ou à partir d'elles plus sûr. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ces institutions servent l'action. Le fait de ne pas avoir connaissance intime des rouages de ces institutions, ni de connaissance personnelle des membres de ces institutions, n'est pas un obstacle à la relation de confiance. Au contraire, pourrait-on dire, précisément parce que la confiance transite ici des personnes aux règles qu'ils incarnent, la stabilité de ces institutions et des attentes de comportement correspondantes semble mieux assurée. Elle ne dépend pas des personnes, mais des règles, étant indépendante justement des motivations personnelles des acteurs. C'est pourquoi, par exemple, tout soupçon d'arbitraire dans une décision administrative ou judiciaire semble si intolérable à ceux qui en sont l'objet. Les institutions incarnent un principe de continuité, les personnes qui les servent sont supposées servir le fonctionnement de l'institution pour laquelle ils travaillent, pas leurs intérêts ou leurs préjugés. D'où, en principe, une confiance accrue dans leurs règles. La confiance institutionnelle est donc une confiance dans les règles de l'institution et pas dans les personnes, comme veut le faire accroire le nominalisme contemporain, en ce qu'elles permettent d'agir en fonction d'attentes fixées à l'avance. La confiance en une institution se mesure en grande partie à sa capacité d'être à la hauteur des attentes qu'elle incarne. Que veut dire par exemple l'expression répétée comme un mantra juridique citoyen qu'on voit à chaque fois dans les médias « J'ai confiance dans la justice de mon pays ». Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est quelque chose comme « J'ai l'attente forte que l'institution judiciaire, via les personnes qui l'incarnent, saura dire le juste de manière impartiale et indépendante, conformément à l'idéal même qu'elle proclame ». C'est ça que ça veut dire. Un gouvernement qui serait miné par les affaires, ou qui est sous la coupe des lobbies, ou qui est au service des intérêts privés et de ses membres, suscite la défiance, précisément parce qu'il ne remplit pas les attentes normatives qui, en régime démocratique, lui sont associées. Une institution ou un ensemble d'institutions, comme dans l'Union soviétique de naguère, ne peut pas durablement démentir ses propres exigences normatives. Et donc, les attentes qu'elle suscite, légitimement, elle ne peut pas les démentir sans entamer sérieusement la confiance des citoyens et des citoyennes. Loin donc d'être un non-sens, la confiance dans les institutions constitue au contraire une dimension essentielle de la coordination au sein d'une société. Les institutions délestent les individus d'une immense charge communicationnelle, tout en leur promettant d'honorer des attentes liées à des fonctions essentielles de la vie sociale. Ce faisant, elles offrent à chacun un solide cadre fiduciaire au sein duquel il peut orienter ses propres actions et interactions en fonction des attentes ainsi stabilisées. C'est un gain immense du point de vue de la coordination sociale que rien ne peut remplacer au sein des sociétés humaines complexes. Alors, j'ai distribué la confiance sur ces trois types de corrélats que sont l'environnement physique, les personnes et les institutions. Mais cette répartition par objet, c'est-à-dire ce à quoi s'applique la confiance, en quoi a-t-on confiance, cette répartition par objet ne suffit pas à une compréhension générale du phénomène confiance. Car il se trouve que, indépendamment de ces objets, la confiance peut encore s'exercer sur des modes très divers, selon le type de relation que nous entretenons avec les dits objets. Le pari qui caractérise la confiance peut être présent à la conscience. Le pari qui caractérise la confiance peut être présent à la conscience de manière bien différente, selon les cas.
Je parle donc ici des modalités selon lesquelles s'exerce la confiance. C'est ce que j'appelle les régimes de conscience de la confiance. Pour chacun des types de corrélats que j'ai évoqués, la confiance peut s'exercer selon des modalités de conscience variées, sans toutefois qu'un régime de conscience corresponde toujours à un type d'objet. Les régimes de conscience que je vais évoquer se distribuent sur l'ensemble des trois types d'objets que j'ai mentionnés. J'aimerais rapidement évoquer cela. Par exemple, il y a, premier passage, je vais distinguer trois types, trois modalités de la confiance. Au premier palier, il y a une confiance, c'est la partie la plus importante en réalité de la confiance, qui s'exerce, il y a une confiance donc qui s'exerce de manière absolument automatique, sans qu'on y pense. C'est en gros ce que l'anglais désigne du mot reliance, qui est le fait de compter sur, comme on compte sur un couteau pour couper, mais pour lequel il n'y a pas d'équivalent exact en français, comme je vous l'avais déjà signalé, et donc avec lesquels les traducteurs sont bien embêtés. C'est pourquoi j'ai fait la proposition d'exhumer un terme français il s'agit vraiment d'une exhumation, vous allez voir, parce que c'est un terme que l'Académie française, dans sa première édition, c'est-à-dire en 1694, jugeait déjà vieilli, en 1694. C'est le terme de fiance, F-I-A-N-C-E, fiance. L'Académie le définissait alors comme assurance, espérance certaine. C'est un terme qui était, pour la petite histoire, présent dans la chanson de Roland, puis encore on le retrouve en 1130, et on le retrouvera encore, curieusement, en 1895 sous la plume de Huysmans, comme synonyme de confiance. Mais même l'Académie n'en gardait plus la trace à partir de sa 4e édition en 1762, bien qu'on reconnaisse quand même dans ce terme de fiance la trace de notre fiancé, promettre en mariage, ainsi que de se fier à, qui est, lui, évidemment, largement d'usage. J'ai donc repris ce terme, alors on verra avec quel succès, la chose n'est pas encore décidée, mais donc j'ai repris ce terme de fiance pour caractériser la relation au monde. Donc environnement, personne ou institution, les trois indistinctement, la relation au monde dans ce qu'elle peut avoir de plus automatique et spontané, témoignant de cette relation de familiarité immédiate avec les choses qui nous entourent. Je vous parle en ce moment, toute mon attention intellectuelle est focalisée par l'effort de me faire bien comprendre, alors même que je suis assis sans y réfléchir sur cette chaise qui me supporte, je suis accoudé à cette table, etc. Voilà, c'est de la fiance. Celle-ci, cette fiance donc, désigne cet état d'esprit où nos actions se déroulent sans hésitation, sans réflexion, sans problématisation, dans une pleine coïncidence entre ce que nous faisons et ce qui s'ensuit. La fiance, c'est la confiance sans conscience. Elle caractérise le régime de conscience de l'automaticité, de tout ce qu'on fait sans y penser, comme un enfant qui joue. Elle est ce qui permet toutes nos routines de comportement. Elle n'est pas l'ensemble de ces routines elles-mêmes, car ces routines sont des actions, mais elle est, cette fiance, le régime de conscience qui les accompagne et qui permet de les rendre routinières. C'est la dimension primordiale de la confiance, celle qui nous connecte le plus directement, le plus immédiatement au monde et offre l'assiette fiduciaire la plus large à l'ensemble des actions non routinières que nous entreprenons par ailleurs. Mais aussi routinières que puissent être nos actions accomplies sous le régime de la fiance. Elles n'en sont pas moins, comme toutes les autres actions, elles n'en ont pas moins, comme les autres actions, une structure d'attente. La poignée de porte que j'ouvre automatiquement peut céder. C'est alors ce qu'on appelle une surprise. L'irruption d'une surprise est toujours la contrepartie d'une attente, et donc la confirmation de cette attente. Ce sont les exemples déjà évoqués du sol qui se dérobe sous mes pieds, parce que je croyais qu'il y avait encore une marche ou un sursaut, ou le sursaut que provoque la présence de quelqu'un alors que je me croyais seul.
le fond d'attente fiduciaire sur lequel reposait, sans que je le sache vraiment, mon action spontanée, se manifeste alors à ma conscience, m'obligeant à un changement de régime et m'obligeant à réorienter mon comportement. L'attente était là, mais le pari que je faisais sur elle était tacite, non conscient, sédimenté en habitude. Je comptais spontanément sur le déroulement régulier des choses, sans y réfléchir. J'étais donc en fiance. Et la fiance ne concerne pas que les objets. Pensons aux relations entre les personnes, par exemple mère-enfant ou père-enfant. Pensons aux interactions dans une équipe de foot avec des gestes automatiques qui se font sans y réfléchir, ce genre de choses. Voilà. Tout ça, c'est de la fiance. Et par exemple, pour une institution, on peut songer à la spontanéité avec laquelle nous manipulons l'argent dans nos transactions quotidiennes, par exemple, ou à la manière dont nous nous conformons spontanément aux règles de la circulation. Rien de tout cela ne serait possible sans fiance, qui nous permet d'automatiser notre rapport au monde et de faire de ce monde un pôle de confiance. Alors, toute confiance, j'en viens au deuxième palier de la confiance. Donc, premier palier, la fiance. Deuxième palier, ce que j'appelle la confiance consciente. Toute confiance vécue sur le mode automatique est fiance. Mais toute confiance n'est évidemment pas automatique. Dans la vie courante, on parle généralement explicitement de confiance, dans l'usage courant, dans des situations qui impliquent un certain enjeu ou un risque qui est présent à ma conscience et dont l'issue dépend de quelqu'un d'autre. Comme je l'ai montré, la confiance, ce n'est pas que cela, ce risque assumé avec quelqu'un d'autre, mais c'est comme ça qu'on l'évoque généralement. Typiquement, je fais confiance à mon médecin si j'ai un problème de santé, et je fais confiance à celui-ci plutôt qu'à un autre. Je fais confiance à la babysitter pour garder mon enfant, etc. C'est ce genre de situation. On parlera alors de confiance consciente, en raison du régime de conscience spécifique qui l'accompagne, c'est-à-dire la thématisation. Là, le risque, si vous voulez, la confiance est thématisée, ce qui n'est pas le cas dans la fiance. Dès lors que je m'en remets à quelque chose ou à quelqu'un, en thématisant pour moi, donc en ayant présent à l'esprit le risque que je prends, eh bien, c'est-à-dire que j'assume l'incertitude, en quelque sorte, eh bien, je change alors de régime de conscience et je passe de la fiance, automaticité sans réflexion, je passe de la fiance à la confiance consciente. C'est alors qu'effectivement, c'est dans ces situations que la confiance, la relation de confiance, engendre une situation de vulnérabilité qui est directement liée au pari engagé. Vulnérabilité qui est créée par l'engagement spécifique pris. Ben, si je fais confiance à la babysitter, je me rends vulnérable puisque je lui confie mon enfant et donc du coup l'enfant, le bien-être de l'enfant dépend de sa volonté. Donc je me mets dans une forme de vulnérabilité positionnelle, si vous voulez. C'est la confiance qui crée artificiellement, entre guillemets, cette vulnérabilité. Les contrats, c'est la même chose. On s'expose évidemment à la dépendance d'autrui et on crée des vulnérabilités déterminées qui n'existeraient pas sans l'engagement correspondant. Accorder sa confiance en ce sens, c'est avoir présent à l'esprit les incertitudes qui pèsent sur les attentes de comportement qu'on s'attend à voir remplies. Tel n'est pas le cas de la fiance, où les déconvenus surgissent sur le mode de la surprise. Hein. J'ai des surprises quand je suis en mode fiance. C'est là que j'ai des surprises. Je ne m'attends pas du tout à quelque chose. Dans la confiance consciente, aussi, il peut y avoir des déceptions. Hein, mais alors, ce n'est pas sur le mode de la surprise. C'est plutôt... voilà, que l'engagement n'a pas été honoré. Donc c'est une déception par rapport à un engagement pris et dont j'étais conscient. Donc
on ne peut pas qualifier ça de la même manière d'une surprise. Et donc, ce qui est la marque spécifique, si vous voulez, de la confiance consciente, c'est la réflexivité supplémentaire par rapport à la fiance. C'est un degré supérieur de réflexivité. J'assume réflexivement un risque auquel, dans la relation de fiance, je ne pense tout simplement pas. Là, je ne pense pas, enfin j'y pense parce que je vous le dis, mais je ne pense pas que ma chaise là va s'effondrer sous moi. Vous voyez, voilà, ça c'est une relation vraiment de fiance. C'est pas du tout la même chose qu'une déconvenue suite au non-remplissement d'un contrat. C'est pas la même chose. Troisième et dernière forme de confiance, de modalité de la confiance latente, ce que j'appelle la confiance latente. Donc il y a eu la fiance, la confiance consciente, et maintenant la confiance latente. Ce troisième régime de conscience, de la confiance, je l'appelle donc confiance latente. Et je ne donnerai ici qu'un exemple pour ne pas être trop long, celui de cette grande institution qu'est le droit. Songeons en effet à la manière dont le droit, dans nos sociétés complexes, est présent à notre conscience lorsque nous agissons, dans la moindre de nos actions quotidiennes. Comme lorsque j'achète du pain, conduis une voiture, bois un verre sur une terrasse ou rédige un livre sur la confiance. Je ne fais pas alors directement usage du droit, mais je présuppose plutôt le droit comme le cadre fiduciaire général de mon action. Je présuppose au fond une forme de sécurité juridique. Pour pouvoir être accompli de manière fluide, et donc de manière, de ce point de vue, non problématique, eh bien ces actions, toutes ces actions que je viens d'évoquer, présupposent une forme de sécurité juridique qui fait que je puisse les accomplir sans penser au droit, mais tout en supposant le droit présent. Et c'est à travers cet exemple que je veux faire découvrir ce nouveau régime de conscience, de confiance, qu'est la confiance latente, qui est au fond une conscience d'arrière-plan, qui n'est pas directement mise en œuvre dans l'action considérée, mais présuppose les actions. C'est donc différent. Elle est latente, au sens aussi où elle peut tout le temps être réactivée. C'est-à-dire que si quelqu'un, je suis assis à une terrasse et quelqu'un me vole mon portable, eh bien voilà, je fais actionner tous les dispositifs juridiques. Mais évidemment, en étant assis à ma table, je ne pense pas forcément à toutes les infractions juridiques qui pourraient advenir. Et donc, d'une manière générale, on peut dire que la confiance latente caractérise notre rapport au cadre fiduciaire qui encadre toutes nos actions. Alors je ne vais pas analyser davantage toutes ces distinctions, mais il était indispensable de vous indiquer qu'elles existent et à quoi elles ressemblent, pour vous montrer la complexité d'un objet philosophique tel que la confiance. Cette complexité est à mon avis d'autant plus, vous pourriez y avoir beaucoup réfléchi si vous voulez, cette complexité est à mon avis d'autant plus impressionnante que ce terme de confiance a un usage, comme on l'a déjà mentionné dès le tout début de l'introduction, a un usage absolument quotidien, comme le montre l'actualité, puisqu'on parle de confiance à tout bout de champ du matin au soir. C'est pourquoi j'ai essayé d'abord de vous montrer quelle pouvait être une définition unitaire et générale de la confiance, à savoir un pari sur les attentes de comportement, lequel pari comportait deux moments bien distincts, celui de la disposition à agir et celui de l'action elle-même, action qui est la seule preuve de confiance. Puis je vous ai montré aujourd'hui à quel type d'objet elle pouvait s'appliquer, donc choses et environnement physique, personnes, institutions, puis enfin quel régime de conscience pouvait lui correspondre. Tout ceci donne au final un tableau très complexe de cette notion d'usage quotidien qu'est la confiance et montre qu'elle recouvre une variété de phénomènes très divers. Alors je n'ai pas parlé
contrairement à ce que j'avais annoncé, je n'ai pas parlé aujourd'hui des faux amis de la confiance, donc de ces notions proches de la confiance, comme la foi, la fiabilité, la sécurité, etc., le calcul des risques. Je remets ça dans 2 séances. La prochaine fois, maintenant que le terrain conceptuel a été largement déblayé, je parlerai plus directement, plus concrètement, de l'influence du mode de vie numérique sur les relations de confiance, une question que j'ai déjà amorcée aujourd'hui en introduction, en répondant à la question du renforcement de la confiance institutionnelle. Qu'est-ce que le numérique fait à la confiance? Telle sera la question. Merci à toutes et à tous. J'ai une question. Vous aviez publié un livre ce mois-ci. Oui. Est-ce que vous avez, après la pandémie, modifié le contenu de ce livre ou pas? C'est-à-dire que j'ai pris en compte la pandémie. Le livre a été terminé au mois d'avril-mai. Donc on était encore en plein dedans. Et donc j'ai pris en compte dans l'introduction. Donc j'ai refait une introduction, mais je n'ai pas changé le corps du livre. Et le livre a malheureusement 2 semaines de retard maintenant. Il devait sortir cette semaine et il sortira à la fin du mois. Et rappelez-nous le titre. Le titre s'appelle « Au début est la confiance » aux éditions du Bord de l'eau. Merci beaucoup. Voilà. J'arrête.